l'Europe, animé par Jean-François Biardot, avec Michel Piot et Daniel Bernussou de la Maison de l'Europe, Centre d'information Europe Direct Limousin. Tout ce qu'on dit sur l'Europe et tout ce qu'on ne dit pas sur l'Europe, eh bien, vous allez le savoir en écoutant cette chronique antisociale. Tu perds ton sang-froid. Bon, alors, Daniel, l'Europe est-elle antisociale ? Dans le procès fait à l'Europe, ce propos d'une Europe ennemie du social constitue l'accusation la plus fréquemment avancée. Cette accusation est lourde de sens, puisque en déniant au projet européen toute ambition sociale, elle le réduit à la seule dimension économique et de ce fait, lui enlève aux yeux de nombreux Européens toute légitimité. Or, ce propos abrupt, l'Europe est antisociale, montre surtout une profonde ignorance, feinte ou réelle, sur l'Union européenne, son histoire et ses réalités. Bon, alors, quelques rappels quand même sur la place du social dans la construction européenne. Alors, dans la construction européenne, la dimension sociale a été lente à s'imposer. Certes, le traité de Rome, dont 57 comporte un chapitre social avec des grands objectifs et des grands principes, mais la compétence communautaire est faible. Et en dehors de la création du FSE, Fonds social européen, les réalisations restent limitées. Alors pourquoi cette timidité originelle ? D'une part parce que le social est perçu comme une résultante de la croissance économique. Or, ça marche fort durant les 30 Glorieuses. Pourquoi faire du social ? Puisqu'il se fait tout seul, d'une certaine façon. Et d'autre part, et surtout, à mon avis, il y a la volonté politique des États de garder la main sur le social, qui est un moyen de légitimer le pouvoir. C'est à la fin des années 80 que le social acquiert une dimension majeure, en deux temps. En 1986, l'acte unique met en place le dialogue social européen, avec possibilité de négocier des conventions collectives au niveau européen, prévoit des dispositions pour harmoniser progressivement les conditions de travail en termes de santé, de sécurité, de durée maximale, de congé maternité, etc., et décide le doublement du FSE. En 1989, la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs définit un socle de droits minimaux garantis pour aider à la convergence des politiques de protection sociale. Cette promotion du social est liée à trois changements majeurs des années 80 que l'on a un petit peu oubliés. D'une part, le chômage qui devient massif avec le second choc pétrolier. D'autre part, les élargissements méditerranéens qui font entrer des pays de standing social plus faible, d'où la nécessité d'harmoniser. Et surtout, la volonté du trio politique Mitterrand-Kohl-Delors de relancer l'Europe encalminée par l'obstruction thatchérienne. En 1992, quand naît l'Union européenne, la construction de l'Europe sociale devient un objectif commun, avec une limite cependant. Pour la protection sociale, chaque État reste maître de l'organisation et du financement de son système social. Bon alors, comment atteindre cet objectif d'une Europe sociale ? Et quelle est la nature de cette construction ? Eh bien, l'Europe, c'est une Europe du droit, donc c'est une construction juridique qui s'effectue par deux voies. D'une part les traités, d'autre part la Cour de justice de l'Union européenne. Alors les traités successifs, on les connaît, c'est Maastricht, c'est Amsterdam, c'est Lisbonne. Ils font entrer le social dans le droit primaire européen, ils le constitutionnalisent, comme on dit en jargonnant, avec notamment la Charte des droits fondamentaux qui acquiert valeur juridique avec force contraignante. Par ailleurs, les traités élargissent les compétences sociales de l'Union à l'emploi et avec la clause sociale imposent la prise en compte des exigences sociales dans toutes les politiques de l'Union. Enfin, les traités démocratisent la décision européenne avec le recours à la majorité qualifiée et non plus à l'unanimité, et surtout avec l'extension à tous les aspects de la politique sociale de la procédure dite de codécision ou procédure législative ordinaire qui associe le Parlement et le Conseil de l'Union. Quant à la Cour de justice de l'Union européenne, eh bien, elle interprète la législation européenne et elle crée par ses arrêts une jurisprudence qui permet donc une uniformisation de l'application du droit européen. Donc ça, c'est la construction juridique. Et puis il y a la construction institutionnelle, dans laquelle les compétences de l'Union sont strictement définies, compétences partagées avec les États membres fondées sur le principe de la subsidiarité, ça touche aux conditions de travail, à l'égalité entre les hommes et les femmes, etc. Et puis les compétences d'appui, par exemple la lutte contre l'exclusion sociale. Dans cette construction institutionnelle, les acteurs institutionnels sont parfaitement désignés. La Commission, et plus particulièrement la commissaire, enfin pour le moment une commissaire pour l'emploi et les affaires sociales, c'est la Belge Marianne Thyssen. Le Conseil de l'Union en formation sociale, les ministres donc de l'emploi et de la protection sociale quand ils viennent à Bruxelles, et le Parlement européen avec la Commission emploi et affaires sociales. Cette construction institutionnelle donne à l'Union des instruments majeurs pour l'intervention sociale, instruments juridiques, la législation, près de 200 textes, et financiers, les fonds notamment structurels,
FSE, FEDER et éventuellement le Fonds européen d'aide aux plus démunis. Aujourd'hui, la dimension sociale dans l'Union européenne est à égalité de l'économique. Si je lis juste un extrait du traité de Lisbonne, l'Union œuvre pour le développement durable de l'Europe fondée sur une économie sociale de marché hautement compétitive qui tend au plein emploi et au progrès social. Et la problématique sociale aujourd'hui est intégrée dans la stratégie de l'Europe 2020, comme on dit, qui est une croissance intelligente, durable et inclusive, c'est le social.